Donc déjà, bonjour à toutes et à tous, aux dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc moi, je vais me présenter, je suis Stéphanie Clairet, je suis chargée de communication à l'association Négawatt. Je vais donc rappeler un petit peu le contexte de cette visioconférence. Vous êtes tous présents parce que vous avez participé à la campagne de financement participatif en début d'année autour du projet de scénario européen. Donc on vous en remercie à nouveau. Et donc, cette campagne, vous le savez, a été plutôt une réussite puisque nous avons pu rassembler un peu plus de 50 000 euros, au-delà donc des 35 000 euros qui étaient initialement recherchés. Je peux vous dire aussi quelques mots sur le projet de scénario européen. On a terminé une étude de préfiguration cet été et maintenant on vient de passer sur une phase un peu plus opérationnelle avec le lancement des premiers groupes de travail avec les partenaires européens et des échanges plus techniques et méthodologiques sur l'outil. Donc aujourd'hui, on vous propose une visioconférence sur le scénario Négawatt France 2017-2050 avec plus spécifiquement un focus sur la question de l'éolien et sur l'éolien dans le scénario. Cette présentation, elle est assurée aujourd'hui par Paul No, qui est notre expert éolien, qui est membre de la compagnie des Négawatts. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais faire un tout petit point de technique. Donc, comme vous l'avez constaté, vous ne pouvez pas vous exprimer oralement, principalement pour des questions d'organisation et de simplicité de cette visioconférence. Par contre, vous pouvez effectivement poser vos questions dans l'outil Q&R qui est au bas de votre écran. Vous pouvez saisir la question par écrit et ensuite, Paul essaiera de vous répondre, soit par écrit si c'est possible, soit par oral. Et dans ce cas-là, on essaiera de traiter les questions en fin de séquence, un peu en fonction des demandes. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser au fil de l'intervention. On fera un point régulier pour pouvoir y répondre. Et je précise aussi que cette visioconférence est enregistrée. On mettra à disposition de tous donc l'enregistrement vidéo et aussi le support de présentation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Paul maintenant qui va pouvoir démarrer sa présentation. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous faire cette petite présentation. Donc, globalement, elle va durer 1 heure et des poussières. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Mais il y a aussi la possibilité que je m'interrompe n'importe quand lorsqu'il y a des questions. Et Stéphanie pourra me relancer en la matière parce que je ne vois pas les questions en direct. Donc, c'est une présentation que j'ai l'habitude de faire pour des publics variés. Donc, je vais faire cette présentation avec donc un focus sur l'éolien qui est au milieu de la présentation. Donc, un petit rappel sur l'association Négawatt. Donc, c'est une association qui a été créée en septembre 2001 avec des praticiens de l'énergie, quelque part, on va dire des indignés de l'énergie, qui, quelque part, ont cherché à répondre à la question est-ce qu'on pourrait avoir une France 100% renouvelable en 2050 ? Donc, l'émission de l'association, c'est effectivement produire un scénario. On le produit tous les 5 ans, avant les élections présidentielles. Tout un rôle de réflexion, de plaidoyer et d'élaboration de mesures de proposition. Donc, il y a un noyau dur de membres actifs dont je fais partie. Pour la petite histoire, je suis aussi délégué à la communication, mais c'est un rôle qui est avant tout assuré par Stéphanie et moi, qui est salarié, et moi, j'y consacre un peu de temps bénévole, et donc des ambassadeurs. Personnellement, donc j'interviens dans l'éolien depuis plus de 30 ans, oui, plus de 30 ans. Donc, je suis le gérant d'un bureau d'études qui s'appelle ABIES, où on fait des études d'impact sur l'environnement avant l'implantation de parcs éoliens. Et donc, je connais quelque part l'éolien depuis le début. J'ai rédigé quelques guides en langue française sur le développement de l'éolien. Et puis, j'ai cette connaissance au quotidien, au-delà des aspects impact sur l'environnement. Donc, l'association compte un peu plus d'1 millier d'adhérents. Et à côté de l'association, il y a un institut qui a une filiale opérationnelle avec des salariés, avec des actions en particulier sur la rénovation des bâtiments. Au fil des ans, 3 livres ont été produits. Le Manifeste Négawatt en 2012. Il y a eu un changement d'énergie en 2013 qui était une version grand public. Et puis, il y a maintenant
un peu plus récemment, en 2015, une édition livre de poche. Mais surtout, on a un site Internet ou des sites Internet où tout est disponible. Donc, le mot négawatt, en termes de communication, ce n'est pas un mot qui est très excellent, on va dire, en termes de communication, mais par contre, il est très parlant. C'est l'idée que le négawatt, c'est l'énergie la moins polluante et celle qui n'est pas consommée, qu'elle n'aura pas besoin d'être produite. Donc, c'est vraiment un terme qui résume beaucoup de choses. On peut toujours dire que les termes employés auparavant de chasse au gaspillage, d'économie d'énergie, de maîtrise d'énergie entrent dans le même champ, mais on a cette approche négawatt, une approche globale. Aujourd'hui, on n'est pas en sobriété énergétique, on est en ébriété énergétique. On a plein de petits exemples et de grands exemples qui montrent qu'on n'est pas en sobriété, avec des architectures anticlimatiques, comme l'illustration en gauche, c'est une photo dans le bassin de Thau, dans l'Hérault, avec donc un bâtiment tertiaire avec des baies vitrées orientées plein sud, donc un peu du n'importe quoi, et puis dans des pays du sud, une climatisation individuelle avec une somme de climatiseurs qui se rajoutent, qui ont créé aussi un microclimat local pas très positif. On a aussi dans ce monde d'ébriété énergétique la tendance à mettre des écrans vidéo partout. Et un de ces écrans vidéo, c'est la consommation électrique annuelle de 2 familles. Donc on marche sur la tête. On a aussi, en particulier, là c'est une photo qui est prise en Allemagne avec ces gigantesques outils pour extraire la lignite. Et donc on est dans un monde qui n'est pas le monde des négawatts tel qu'on veut le construire et dont on rêve. Donc, la présentation est structurée en différentes parties. Donc là, j'ai présenté quelque part des généralités. Là, après, insister sur l'urgence de l'action et la transition énergétique. Je ne vais pas le développer énormément, mais c'est quand même important de rappeler le pourquoi. Alors, c'est quelque chose sur lequel on a insisté beaucoup à une époque. Maintenant, on insiste un petit peu moins, mais c'est important de le rappeler. On va arriver bientôt, prochainement, à la fin des fossiles faciles. Il y aura toujours des fossiles, il y aura toujours du charbon, il y aura toujours du pétrole, il y aura toujours du gaz, mais ils seront de moins en moins faciles à découvrir. On a le chiffre en bas à gauche de 50 milliards de barils de pétrole que les terriens ont consommés en 2013, mais seulement 20 milliards de nouveaux gisements qui ont été découverts. Et avec des dépenses d'exploration multipliées par 4. Donc, on le sent bien que là, il y a de l'inertie, il y a du gaz de schiste, il y a du pétrole de schiste, il y a des choses comme ça. Mais ça va se tarir et ces barils de pétrole vont coûter de plus en plus cher. Je dirais que c'est inéluctable, même si on ne sait pas si c'est dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, sans parler des problèmes géopolitiques qui se superposent à ça. Malgré tout, on peut dire la première raison de cette urgence, c'est l'urgence climatique. On est aujourd'hui, on est jour de démarrage de la COP 25 en Espagne. Là, vous voyez sur cette illustration, on a la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Cette illustration, moi, je l'utilise la même depuis quasiment 10 ans et elle était calée sur 380. Et nous, aujourd'hui, on est à 410 ppm. Donc, on le voit qu'à l'échelle de nous, d'une dizaine d'années, on est passé sur cette échelle-là, qui est une échelle, à l'échelle, vous voyez, de 600 000 ans, on le voit une variation à notre faible échelle humaine. Donc, on est dans quelque chose qui est terrible comme évolution de la concentration du gaz dans l'atmosphère. On peut résumer cette illustration-là, puisque là, c'est la quantité de CO2 qui est mise dans l'atmosphère. Si on brûle toutes les énergies fossiles, si on n'en brûle qu'une partie, et donc l'objectif, vous voyez, pour limiter le réchauffement à seulement plus 1,5 degré, il ne faut brûler que les 400 milliards de tonnes de CO2 qu'on rejetterait de cette manière-là, tandis que si on brûle tout, on en émet 10 fois plus. Donc, vous voyez, on est avec, formulé autrement, on est avec un enjeu de ne pas brûler toutes les réserves fossiles que l'on connaît. Si on brûle toutes les réserves fossiles que l'on connaît, on est avec un réchauffement au-delà des plus 3 degrés.
Et ça, on le retrouve dans des commentaires qui ont été faits par l'Agence internationale de l'énergie, qui dit, hein, donc je reprends les termes qui sont mis en gras, si nous voulons atteindre l'objectif mondial de plus de degrés, donc si on ne veut pas dépasser cet objectif de plus de degrés, notre consommation d'ici à 2050 ne devra pas dépasser plus d'un tiers des réserves prouvées de combustibles fossiles. Donc on ne doit pas brûler plus d'un tiers des réserves prouvées de charbon, de gaz, de pétrole, à moins d'un déploiement à grande échelle de la technologie de captage et de stockage du carbone, qui n'est pas au point et qui devrait être développé à grande échelle. Donc c'est pour ça qu'on doit limiter la combustion à ce tiers et même moins. L'autre aussi dans l'urgence, c'est est-ce que la solution, c'est l'énergie nucléaire? Et donc, il y a des limites qui sont des limites physiques, il y a des questions d'irréversibilité, des questions de risque. Là, en termes de limites, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des réserves d'uranium qui sont en quantité limitée. La deuxième chose, c'est qu'au niveau mondial, la consommation finale d'énergie est couverte par le nucléaire à seulement 3%, donc c'est dérisoire. En France, c'est 16% de l'énergie, c'est 75% d'électricité, mais c'est seulement 16% d'énergie. C'est pour ça qu'on a souvent, enfin, beaucoup confondent électricité et énergie, et donc le nucléaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la marge. On sait que le nucléaire, ce n'est pas généralisable à tous les pays pour des raisons sociales et politiques. Hein. Il faut des gendarmes. Hein. À Tchernobyl, à Fukushima, s'il y a eu des accidents, c'est parce qu'il n'y avait pas de vrais gendarmes qui jouaient leur rôle. Donc ça suppose des pays démocratiques. Et puis l'autre raison qui est récente, c'est qu'aujourd'hui, le coût du nouveau nucléaire est beaucoup supérieur au coût de l'éolien et du photovoltaïque. Donc rien que pour des raisons économiques, aujourd'hui, le nucléaire n'est pas une solution. Se rajoute à ça, se pose la question des déchets qui sont à gérer sur des milliers d'années, l'incertitude sur le démantèlement, et puis les conséquences sociopolitiques ingérables quand il y a un accident majeur, comme à Tchernobyl ou Fukushima. L'autre constat que l'on fait, l'autre élément de contexte, c'est que la transition énergétique a démarré. Hein. On est, à l'échelle de la France, depuis un certain nombre d'années, avec une baisse de la consommation d'énergie. Hein. Alors qu'à une époque, elle était en croissance, on constate une certaine baisse ou stabilité. Au niveau mondial, c'est pareil. Il y a une inflexion des émissions mondiales de CO2. Elle n'est pas suffisante, hein, parce qu'il faudrait au contraire qu'elle s'inverse, mais on n'est plus dans la croissance que l'on pouvait rencontrer il y a quelques années. Ça fluctue, mais on voit une tendance qui a tendance à commencer à s'inverser. Donc, de manière générale, on voit cette stabilisation baisse des consommations d'énergie et de CO2. On voit aussi des scénarios 100% renouvelables qui émergent à travers le monde, dont le scénario Négawatt, mais on n'est pas les seuls. On a aussi des acteurs de tout type qui s'engagent dans cette transition énergétique, et puis qui se désengagent. Hein. Il y a toutes les campagnes de désinvestissement des énergies fossiles qui sont en Europe ou ailleurs, qui sont un élément fort. Donc là, c'est le rôle de tout le monde, de montrer du doigt les énergies sales, et c'est quelque chose qui se répand et qui a un poids très important parce que c'est l'image de société, et l'image, on sait que c'est le moteur de beaucoup de choses. Donc la transition énergétique est lancée, mais il faut passer vraiment à la vitesse supérieure par rapport à tous les enjeux que j'ai expliqués précédemment. Donc quelques notions d'énergie aussi pour resituer de manière globale, et cette illustration-là présente des choses intéressantes. Tout d'abord, vous avez le grand carré jaune, le grand cube jaune, qui est l'énergie solaire reçue sur la Terre en une année. Et en bas à droite, vous avez le total de la consommation annuelle d'énergie. En gros, il y a un rapport de 7 à 8 000 entre les deux. Et donc, l'énergie solaire reçue sur la Terre en une année, c'est quelque part 7 000 à 8 000 fois la consommation annuelle d'énergie. Donc, on voit qu'il n'y a qu'à, je mets entre guillemets, il n'y a qu'à en capter un 8 millième et on a notre consommation annuelle d'énergie qui est satisfaite. Et lorsqu'on compare aussi avec les autres cubes qui sont les ressources énergétiques connues d'uranium, de charbon, de pétrole et de gaz, on voit que la ressource solaire est gigantesque et sans commune comparaison avec ce qui peut être disponible dans les énergies de stock.
parce qu'on a les énergies de flux, qui sont le soleil, le vent étant une fille de cette énergie solaire, ou un fils de cette énergie solaire. Alors, donc, je vais essayer de ne pas employer trop de chiffres, hein, mais je vais en employer quand même quelques-uns, et puis c'est des ordres de grandeur à retenir. Donc, les énergéticiens résument la consommation d'un pays ou autre par ce diagramme qu'on appelle un diagramme de Sankey. Vous avez à gauche ce qui est prélevé dans la nature, hein, donc vous avez les énergies fossiles, les énergies nucléaires, les énergies renouvelables, puis à droite, les utilisations, la chaleur, la mobilité et l'usage spécifique. Et entre les deux, il y a des vecteurs qui passent de l'un à l'autre. Donc, premier commentaire sur cette illustration, qui est donc la France en 2015. On prélève dans la nature environ 3000 TWh, mais on n'en utilise que 1830 TWh. Donc, on voit qu'il y a un système qui perd beaucoup. Hein. Vous avez 60% de l'énergie qui est perdue, et en particulier, on a, c'est le diagramme de Sankey qui le montre, les pertes thermiques des centrales thermiques, hein, donc dont on a besoin. Enfin, dans une centrale thermique, ça fonctionne avec une source froide et une source chaude. La source froide, c'est le fleuve, c'est la mer ou c'est l'atmosphère. Et donc, ces centrales thermiques perdent beaucoup d'énergie. En France, comme les centrales thermiques sont avant tout nucléaires, on a effectivement une grosse perte qui est liée à la production d'électricité par la filière nucléaire. Donc ça c'est la situation aujourd'hui. Et le scénario Négawatt en 2050 montre qu'on peut ne plus prélever dans la nature, au lieu d'environ 3000 TWh, seulement 1000 TWh, et au lieu, dont je reviens en arrière, et au lieu d'avoir 1830 TWh de besoin en chaleur, mobilité, électricité, seulement 806 TWh, parce que je vais expliquer par la suite la sobriété et l'efficacité. Et là, on est dans un monde quasiment 100% énergie renouvelable. On a un peu d'énergie fossile, mais c'est complètement à la marge. On est avec je crois que c'est 99,3% de renouvelables en 2050. Donc, c'est ce que je vais expliquer maintenant, comment on passe de ce 3000 TWh prélevés dans la nature à 1000 TWh, et comment on satisfait les 806 TWh, enfin, comment on les satisfait, et comment on est arrivé à ces 806 TWh de besoin. Donc, la démarche Négawatt, donc vous la connaissez sans doute, mais je la répète, elle est sur cette trilogie de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable. Donc, associé à sobriété, hein, qui est le premier terme, c'est la notion de besoin. Quels sont nos besoins? Donc, la démarche Négawatt, c'est de prioriser les besoins énergétiques essentiels. Ensuite, on a l'efficacité, c'est-à-dire que quand on a un besoin, on essaye de le satisfaire avec le maximum d'efficacité, de manière efficace. Donc là, c'est toutes les actions sur la demande d'énergie. Et ce qui reste, hein, on le satisfait avec des énergies renouvelables, et donc c'est au niveau de la production. Donc on est sobriété, efficacité, renouvelable. Donc c'est les trois en parallèle, mais on n'est pas avec, on va mettre en œuvre la sobriété, puis dans 5 ans l'efficacité, puis dans 5 ans les renouvelables. Non, c'est trois champs qui sont en parallèle. Donc je vais développer ces 3 champs. Le premier, la sobriété. Donc, c'est une question de vocabulaire. La sobriété, c'est synonyme de sagesse, c'est synonyme de modération, c'est synonyme d'économie. Et ce n'est pas la mortification, l'austérité. Donc, on est avec une échelle de mots qui est importante. À l'inverse, on n'est pas dans la disproportion, dans la gloutonnerie, dans le gaspillage, dans la débauche. C'est un terme qui est quelque part un label Négawatt, et sur lequel on y tient beaucoup. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la sobriété est intimement associée à besoin, et on montre qu'il faut, hein, au niveau individuel, au niveau collectif, classer nos besoins en besoins vitaux, essentiels, indispensables, ou à l'inverse, en besoins extravagants, inacceptables et inusibles.
un petit exemple de besoin qui est plutôt arrangé pas dans les besoins nécessaires, mais dans les besoins superflus. C'est une publicité qui existait il y a quelques temps, c'était qui invitait les Parisiens, mais c'est valable pour tout le monde, à passer un week-end différent dans une capitale européenne. Donc, un week-end à Athènes, un week-end à Séville, un week-end à Venise. On voit que c'est... Donc, avec des prix défiant toute concurrence. Parce qu'on est dans un monde où low cost, où on ne paye pas tous les coûts. On peut penser que ceci, c'est quelque chose qui n'est pas généralisable. De la même manière, on a cet exemple d'un Américain, hein, c'est plus facile de prendre un exemple ailleurs, qui circule avec une voiture, c'est même pas une voiture, c'est un tank, et on sent que la généralisation des tanks pour le transport, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec un monde à plus 1,5, voire à plus 1,2 degré. En revanche, il y a des besoins d'éclairage pour le quotidien d'enfants ou autres qui semblent inclassés dans les besoins nécessaires, vitaux, essentiels ou indispensables. Pardon. S'il y a l'État a des outils pour réguler, a des outils pour obliger, pour inciter, ou pour dissuader, ou pour interdire. Donc ça fait partie des outils qui sont à disposition, et on a des exemples, l'exemple des ampoules halogènes qui ont été interdites. Donc il y a des outils pour, quelque part, réguler, encadrer cette sobriété. Et donc l'illustration qu'on présente régulièrement, c'est cette illustration où on est dans un monde aujourd'hui pas de sobriété, on est dans un monde d'ébriété, hein, puisque vous avez des personnes qui a priori sont en forme physique, utilisent un escalier mécanique pour y accéder, pour y monter et puis pour y descendre. Donc on est vraiment avec un monde qui marche sur la tête. Les scénaristes, moi je ne suis pas scénariste, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis pas un des scénaristes de scénario Négawatt, mais je fais partie du noyau des experts de la compagnie. Donc on abordait la question de sobriété avec 3 sobriétés. La première sobriété, c'est la sobriété dimensionnelle, c'est la juste dimension, c'est la juste taille. Si on prend l'exemple du poids de la voiture, l'énergie qui est nécessaire à déplacer une voiture, c'est fonction de la vitesse de la voiture et de son poids. Donc, plus vous avez une voiture qui est lourde, plus vous allez consommer d'énergie. L'autre, c'est la sobriété d'usage. Donc, si on prend l'exemple aussi sur les voitures, ben, ça va être fonction de la vitesse sur route et autoroute. Si vous êtes roulé à 90 km/h au lieu de 80, ben, vous allez consommer plus. Si vous roulez à 130 km/h au lieu de 110, vous allez rouler plus. Donc ça, c'est la sobriété d'usage qui est intimement liée au comportement de chacun, comportement qui peut être encadré par des textes, mais c'est quelque chose qui fait partie de la sobriété. Et donc, je reprends ce que je disais précédemment. Donc, la consommation d'une automobile, donc c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est son poids, sa vitesse. Et donc, on le voit avec cet exemple-là, entre le véhicule qui va faire 1,5 tonnes puis le véhicule qui va faire 400 kg, on a une consommation d'énergie qui est fondamentalement différente. Donc, c'est la sobriété dimensionnelle, la sobriété donc liée à la masse, et la sobriété d'usage, la bonne vitesse. La consommation d'un logement aussi, c'est de la même manière, c'est fonction de sa surface et de sa température. Donc, il y a la sobriété dimensionnelle, c'est la surface, de quelle surface j'ai besoin, on a besoin, et à quelle température on se chauffe. On montre que la différence de consommation d'un logement varie de 7 à 20% par degré en plus ou en moins. Donc le 7% à 20% en moins, ça va dépendre de la qualité du logement, mais on voit que c'est un moyen d'économie d'énergie qui est important, parce que là aussi, c'est du comportement. Et donc la dernière sobriété, c'est la sobriété coopérative qui est liée à la mutualisation. L'habitat collectif, le transport en commun, qui donc là aussi fait partie de décisions individuelles, hein, quel transport je vais utiliser, mais aussi de décisions collectives, parce que si je n'ai pas de transport en commun, je ne vais pas pouvoir utiliser ce mode de transport plus négawatt compatible. L'efficacité énergétique, de la même manière, on a
4 efficacités. La première efficacité, c'est l'efficacité à la construction et à la fabrication. C'est globalement l'énergie grise. Quelle est l'énergie qui est nécessaire à la fabrication d'un appareil, d'un engin, d'un véhicule, d'une habitation? On a tendance à l'oublier, mais elle est importante, parce que vous pouvez avoir un super bâtiment qui va être, par exemple, consommer très peu d'électricité pour ses différents usages et très peu pour son chauffage de manière plus générale. Mais s'il est construit avec de l'acier, avec de l'aluminium, avec du verre partout, ben son bilan en termes d'énergie grise va être mauvais et il va mettre un certain temps avant de pouvoir rembourser sa consommation d'énergie. Le deuxième, c'est l'efficacité à l'utilisation. C'est tout ce qui est la limitation des échanges avec l'environnement, donc les bâtiments qui vont être étanches à l'air, ça va être isoler le bâtiment, donc c'est toute cette utilisation de l'énergie. Le troisième efficacité, c'est l'efficacité d'appareillage. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser des appareils, des équipements qui sont faiblement consommateurs d'énergie. Et en la matière, on a un super outil qui est l'étiquette énergie, que l'on a sur les appareils électroménagers, mais qui n'est pas que sur les appareils électroménagers. Alors après, on peut toujours discuter sans savoir s'ils sont toujours bien parlants ou pas, mais ils existent. Donc c'est un très bon outil d'information, parce que vous ou moi, quand on va acheter un équipement, on a cette information-là, en disant est-ce que ce bâtiment, est-ce que cet appareil, est-ce que est dans une classe A, B ou C? Et en plus, c'est un outil vertueux parce qu'un équipement qui, par exemple, est aujourd'hui en classe A, dans quelques années, va se retrouver en classe C, qui est une classe moins performante, parce que le niveau d'exigence augmente. Donc, on aboutit à ça, à un renouvellement du parc électroménager en particulier, qui est de plus en plus performant et donc de moins en moins gourmand en énergie, mais pas seulement en énergie. Là, sur cette illustration-là, on a la consommation d'énergie, la consommation d'eau pour des lave-linges, donc au niveau de l'Union européenne. En jaune, vous avez la consommation d'énergie, donc c'est en kilowattheures par an, donc on est passé de quelque part 12 kilowattheures par an en 2004 à seulement 9,9 en 2014, et on voit la consommation en eau. Pardon, c'était 246 kWh et passé à 185. Et en ce qui concerne la consommation d'eau, elle est passée de 11,6 à 9,9. Donc on voit que ce sont des améliorations qui sont faites par la mise en place de règles, la mise en place de normes. Et puis la quatrième efficacité, c'est l'efficacité du système productif, où on va essayer de valoriser, par exemple, dans le cas d'une centrale de production d'électricité, la chaleur qui est brûlée. C'est l'exemple, c'est la chaleur qui est brûlée et puis qui n'est pas récupérée. C'est l'exemple de la cogénération, où il y a l'électricité qui est produite d'un côté et la chaleur qui va être utilisée, par exemple, pour un réseau de chaleur. Donc, c'est sur ça les 4 efficacités qui ont été déclinées dans le scénario négawatt, en plus des trois sobriétés. Donc, le scénario de négawatt 2017-2050, donc à retenir, donc là, c'est les fondamentaux du scénario. Quels sont les points forts, comment est-ce qu'il a été conçu? Tout d'abord, c'est un scénario de transition réaliste et soutenable. On est dans le mot réaliste et puis dans soutenable, en particulier par rapport au changement climatique. Il y a une hiérarchisation des solutions. On a privilégié les énergies de flux, donc le soleil, le vent, l'eau, par rapport aux énergies de stock, avec une action priorité sur la demande via la sobriété et l'efficacité. On est aussi avec des solutions matures. Donc là, c'est quelque chose d'important. On n'est pas avec la solution miracle qui va résoudre tout. On est avec, si je prends l'exemple des appareils électroménagers, on est avec la généralisation en 2050 des meilleures technologies d'aujourd'hui. Donc, il y a la meilleure technologie du lave-linge, la meilleure technologie d'éclairage. On suppose une généralisation en 2050. Donc, on voit que c'est faisable puisque 2017 ou 2019, 2050, c'est plus de 30 ans. Et quand on regarde 30 ans en arrière,
30 ans en arrière, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas et qui existent aujourd'hui. Et donc une trajectoire réaliste et économiquement raisonnable. Je fais un aparté pour dire qu'au départ, c'est un scénario physique, fait par des physiciens avec des kilowattheures, des kilowatts, des mégawattheures, des mégawatts. Et on a rajouté là-dessus une approche économique. Donc c'est un développement soutenable avec une ligne directrice, c'est léguer des bienfaits et des rentes aux générations futures, plutôt que des fardeaux gaz carbonique et puis des dettes déchets nucléaires. Les principaux points clés, c'est que donc on est avec une politique volontariste de sobriété et d'efficacité énergétique pour réduire des 2/3 la demande d'énergie primaire. Hein, c'est ce que je vous ai montré précédemment dans le diagramme de Sankey. On est avec quasiment 100% d'énergie renouvelable. On est avec une division par 2 des émissions de CO2 énergie en 2030 et par plus de 10 en 2050, donc un cumul des émissions qui est compatible avec plus de degrés. Et on est avec comme on sort des fossiles en 2050, on sort du nucléaire en 2035. Donc, je vais développer les aspects demandants d'énergie sur plusieurs thématiques. Hein. Transport, industrie, matériaux. Enfin, je vais faire transport, mais je ne vais pas faire industrie et matériaux pour gagner du temps. Agriculture, alimentation. Donc, à retenir, c'est que le domaine du résidentiel et du tertiaire, c'est 45% de la consommation finale d'énergie, donc quasiment la moitié. Ce qui veut dire que si un gouvernement a une vraie volonté de faire quelque chose pour la transition énergétique, il se doit d'agir sur ce secteur-là. Ensuite, il y a 2 chiffres qui sont importants. Le premier, c'est qu'on a en France environ 30 millions de logements aujourd'hui. Si on et ils sont détruits 30 000 chaque année. Donc, si on laisse faire naturellement les choses, il faut 1 millier d'années pour renouveler le parc éolien, pour renouveler le parc de logements. Donc, ça veut dire qu'il faut agir pour que ce renouvellement soit plus important et puis pour qu'on puisse faire cette rénovation souhaitable. D'un autre côté, on a 300 000 logements neufs qui se créent chaque année et qui, eux, quelque part, même si on peut faire mieux, sont à des normes de consommation d'énergie qui sont plus en phase avec ce qui doit se faire. Donc, le message, c'est de dire on doit agir en premier sur les logements existants. Donc, on plaide pour un grand programme de rénovation performant des logements avec un objectif, c'est de diviser par 4 en moyenne la consommation de chauffage et donc de passer à 50 kWh par mètre carré par an. Mais il y a des illustrations par la suite qui vont détailler ça. Un autre message essentiel, c'est qu'il ne faut pas rénover partiellement. Il faut rénover de manière complète et en une seule fois. Sinon, on tue le gisement. Là, vous avez sur la photo un échafaudage qui a été installé. Si vous installez l'échafaudage pour mettre l'isolation thermique par l'extérieur et que vous n'utilisez pas, par exemple, si on avait besoin pour changer les ouvertures, ben vous auriez besoin de faire 2 fois l'investissement en termes d'échafaudage. De la même manière, si vous changez votre chaudière et puis que quelques temps plus tard, vous isolez la maison, votre chaudière va être surpuissante par rapport aux besoins de votre logement et vous allez avoir fait un investissement dans la chaudière qui va être trop important. Donc, l'objectif, c'est de rénover de manière complète et performante en une seule fois, sinon on tue le gisement et on fait que la moitié du travail. L'autre chose aussi, c'est l'idée, c'est de mettre en œuvre des solutions techniques simples. Hein. Il n'y a pas besoin d'intervention d'un bureau d'études techniques ou thermique qui va faire des grands calculs avant. On sait comment rénover un bâtiment. Là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais moi, ici, dans les bureaux depuis lesquels je vous parle, on a fait une rénovation thermique performante, hein, avec isolation thermique par extérieur, avec VMC double flux, avec brise-soleil orientable, etc. Il n'y a pas eu de calcul avant pour dire quel serait le résultat. On a mis en œuvre des solutions techniques de telle épaisseur, de telle technologie, et on sait que c'est ce qu'il faut faire pour avoir des résultats. Et puis, le 4e message, c'est de dire que nous, on plaide pour une rénovation qui serait obligatoire. C'est un mot grave, mais c'est
c'est l'idée du message, mais avec un accompagnement technique et financier pour le rendre accepté et acceptable. Cette illustration-là est une illustration chiffrée pour montrer ce qui se passe, ou ce qui peut se passer. Vous avez à gauche des logements, on est dans le résidentiel. Un bâtiment qui a été construit dans les années 70, aujourd'hui, il va consommer près de 400 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Et sur ces 400, il y en a environ 200 qui est pour le chauffage. Une petite partie pour l'eau chaude, une partie pour l'électricité spécifique et une partie pour l'énergie grise qui amortit sur la durée de vie du bâtiment. La rénovation de mégawatts, c'est effectivement de diviser par 4 la consommation de chauffage, mais on voit, on a toujours la consommation d'eau chaude qui est conséquente. On va faire des économies sur l'électricité spécifique, mais l'amortissement du bâtiment en termes d'énergie grise va se poursuivre. Donc on réduit des 2/3, mais on ne réduit pas totalement. Dans le neuf, un bâtiment basse consommation qui va être conçu aujourd'hui, il va consommer moins qu'une rénovation négawatt, mais l'objectif, négawatt 2050 du neuf, c'est un bâtiment qui consomme très peu en chauffage, très peu en eau chaude, pas beaucoup en électricité spécifique, et puis pas beaucoup en énergie grise parce qu'il y a une réflexion sur les matériaux, et qui par ailleurs a une production renouvelable, par exemple via une toiture photovoltaïque, qui fait qu'on est un bâtiment qui a énergie positive, puisque sur l'année, il va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est ça toute la démarche d'efficacité énergétique pour la rénovation d'un bâtiment. On a eu la même approche en ce qui concerne les consommations d'électricité, à gauche dans le résidentiel et à droite dans le tertiaire, en analysant les différents postes, lavage, froid, éclairage, etc., etc. Et donc, on l'a décliné en termes de térawattheures consommés dans l'année. Et nous, on est avec des gens qui ont un objectif de diviser par 4. On n'arrive pas à diviser par 4. On arrive à diviser seulement par 2 parce que c'est compliqué de réduire beaucoup nos consommations d'électricité spécifiques. Donc, on voit que si dans le domaine du résidentiel, qui est à gauche, ou du tertiaire, on n'arrive pas à diviser par plus de 2 nos consommations d'électricité, mais ça veut dire que dans d'autres domaines, si on veut avoir une moyenne de division par 4, bien d'autres domaines, il faudra diviser par 6 ou par 8. Quelques éléments un peu plus positifs, et aussi pour faire passer on va dire des messages, c'est on est aujourd'hui avec, malgré tout, des consommations d'énergie qui sont de l'énergie qui est souvent gaspillée. Et pour comprendre la problématique énergétique, il faut mesurer. Donc le b.a.-ba, quand on veut faire des actions, c'est d'avoir un minimum de données sur la consommation. Et c'est ce qui a été fait dans l'hôtel du département du Bas-Rhin, et il a été constaté que ce bâtiment consommait plus d'énergie entre la nuit plus le week-end que les jours ouvrables. Donc ça veut dire que ce bâtiment, il devait être beaucoup chauffé la nuit et le week-end, il devait avoir beaucoup d'appareils, en particulier informatiques, qui fonctionnaient, de l'éclairage, etc. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc ce qui a été proposé, c'est sur l'éclairage de mettre des détecteurs de présence, d'avoir un éclairage performant, et rien que sur ce poste-là, avec peu d'investissement, parce que les détecteurs de présence, c'est pas coûteux, l'éclairage performant, ça peut être un renouvellement du parc lorsqu'il y a besoin, on a des résultats très importants. De la même manière, sur le parc informatique, l'arrêt des appareils inutilement allumés, le remplacement progressif du parc informatique par des appareils moins gourmands, ce qui suppose que ceux qui achètent ce parc informatique soient sensibilisés à ça, et donc un résultat d'un tiers d'économie d'électricité. Donc on voit avec ces deux investissements, un temps de retour inférieur à 3 ans et 40% de consommation d'électricité qui est réduite pour ce bâtiment. Donc on a aujourd'hui des moyens simples pour économiser l'énergie sans faire de gros investissements. Tout le travail qui a été fait dans le scénario de négawatt se traduit par des courbes où, à la fin, on a le scénario tendanciel. Parce que ce qui est important, c'est que quand on fait un scénario, comme le scénario de négawatt 2007-2050, on le compare à celui où il ne se ferait rien, il ne se passerait rien. Et donc, vous avez ici
la tendance. Et donc, la tendance, c'est aujourd'hui, en 2000, on consommait 900 et quelques TWh pour le bâtiment. S'il se passe pas grand-chose, on sera à 700 ou 750. Donc, en combinant la sobriété et l'efficacité, comme je l'ai montré précédemment, on aboutit à un moins de 400 TWh et donc une division par 2. Donc c'est ça l'approche qui est faite. Et donc, tous ces résultats-là, sont disponibles sur le site de Négawatt avec des illustrations dynamiques. Sur les transports, donc, si tout à l'heure je vous ai dit que le bâtiment tertiaire, c'était la moitié, hein, c'était 45% de la consommation d'énergie en France, le transport, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, avec des déplacements qui sont fortement dépendants du pétrole et un aménagement du territoire qui n'est pas fait pour favoriser les transports en commun ou autres. On est avec un effondrement du fret ferroviaire, une explosion du trafic aérien. Donc, vraiment, on est dans un domaine où il y a tout à faire. Cette illustration, qui a été faite donc par le ministère de l'écologie, Commissariat général du développement durable, montre que le transport, donc 1 km parcouru en moyenne en France, c'est 260 grammes de CO2. L'avion, c'est 300, tandis que le TGV ou le métro, c'est 4 ou 6 grammes. Donc, vous voyez, le mode de transport va déterminer beaucoup la quantité d'émissions de CO2 qui va être faite pour chaque personne transportée. Sur cette illustration, qui a été prise à Fribourg il y a quelques années maintenant, vous avez des ponts cyclables, des voies piétonnes, des trains interurbains, des bus, des trams, et vous n'avez pas de voiture. Donc, c'est une ville qui a tout fait pour proposer des alternatives à la voiture et qui a obtenu des résultats. En 25 ans, à Fribourg, les déplacements en voiture ont été ramenés de 60% à 37% parce qu'il y avait d'autres moyens de se déplacer, avec en particulier, vous voyez, un développement important du vélo et puis un développement significatif des bus. Nous, quelque part, c'est en France, c'est de faire passer en plus de 30 ans, une proportion qui est un petit peu moins que celle-là, mais on est dans la même logique. On offre des alternatives à la voiture pour qu'il y ait moins de transport à la voiture, et puis on décourage les vols en avion. Donc la sobriété, elle se traduit donc par une division par 2 des distances parcourues. Donc dans 30 ans, on retrouve le même niveau qu'il y a 20 ans. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose en disant « toc, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'avions ». On est dans un scénario raisonnable, alors qui est peut-être trop raisonnable, ça c'est un autre débat, mais dans un scénario raisonnable. On est hors transport aérien avec une diminution de 6% des distances parcourues entre 2017 et 2050. Donc, vous voyez, on est aussi dans des choses qui sont raisonnables, parce qu'il y a du télétravail, parce qu'il y a du réaménagement de l'espace, parce qu'il y a d'autres choix qui sont faits. Un tout petit élément, mais comme on est avec une approche chiffrée, donc avec des immenses tableurs qui calculent tout ça, on joue aussi sur un taux de remplissage des voitures. Donc, même changer ce taux de remplissage de 1,6 à 1,8, c'est quelque chose qui s'aperçoit et qui est quantifiable dans un scénario tel que le scénario Négawatt. On est avec une baisse de la vitesse sur route et autoroute. Donc, nous, on est partisans du 110 km/h sur les autoroutes, de 80 km/h sur les routes. Et ce qu'on peut constater, c'est que le 80 km/h qui a été mis en place n'a pas été vendu en termes de réduction d'économie d'énergie, il était vendu qu'en termes de sécurité. Il aurait fort bien pu, et nous on a plaidé en la matière pour qu'il soit aussi promu en termes donc de réduction de la consommation d'énergie. On est avec un report modal vers le transport en commun et donc le vélo et la marche à pied. Donc, on est avec une consommation moyenne du parc qui a changé, on est avec l'abandon du pétrole au profit du gaz électricité, avec du gaz renouvelable. Et là, c'est un long débat, et donc je ne m'attarderai pas plus que ça là-dessus, parce qu'on me demande d'accélérer un petit peu. Je vais accélérer. Donc, malgré tout, pour bien résumer, dans le cas de la mobilité des personnes,
on est avec le développement du gaz renouvelable et un développement des véhicules électriques, mais seulement dans certaines circonstances de milieu urbain ou de secteurs périurbains. Et on est avec une diminution du nombre de kilomètres parcourus par an, hein, donc 17 000 en 2015, 14 600 en 2050. Donc on est avec quelque chose qui est raisonnable. Hein. Vous avez en 2015 les 2/3 qui sont faits avec des voitures et seulement la moitié qui est faite en 2050. Donc je poursuis, et donc c'est aussi illustré par ces graphiques qui sont disponibles sur le site internet. Sur l'agriculture et l'alimentation, le scénario négawatt est couplé avec le scénario After 2050, qui est donc une approche qui est faite sur l'alimentation, hein, qui parle là aussi des besoins. Quels sont nos besoins alimentaires? Et donc le constat qui est fait, c'est qu'on consomme trop de protéines animales et pas assez de protéines végétales, donc c'est inversé. Et rien qu'en inversant ces deux éléments, on aboutit avec des hectares qui sont libérés et qui peuvent être utilisés pour la production d'énergie. Et donc cette agriculture, c'est une agriculture qui est basée sur la lutte biologique, basée sur l'agroforesterie, qui est basée sur des couverts végétaux à toute saison, sur des techniques culturales simplifiées, il y a moins de labour, sur le pré-verger, etc. Donc c'est couplé le scénario négawatt à ce scénario After 2050. Donc, je rentre dans la production d'énergie et je vais me rapprocher du zoom sur l'éolien et donc me concentrer un peu plus sur l'éolien. Donc, dans les énergies, il y a la biomasse. En 2050, c'est le premier moyen donc, de production d'énergie renouvelable. Un des avantages, c'est que c'est un moyen stockable. Vous avez du gaz qui est stockable, vous avez du bois qui est stockable et vous avez des granulés qui sont stockables. On est dans une approche, pour bien situer, on a sur cette illustration quel est le volume de bois, quelle est la croissance naturelle du biologique, et donc la croissance biologique aérienne, pardon, la croissance, oui, de la partie hors racine. En France, c'est environ 132 millions de mètres cubes de bois. On table sur une augmentation, enfin sur une croissance de la forêt supérieure à ça en 2050 parce qu'il y a plus de surface. Et surtout, aujourd'hui, on n'a avec 46% de cette croissance annuelle qui est utilisée à des fins biomasse. Et en 2050, on passe de 46 à 65%, ce qui permet donc de mieux disposer d'un gisement en biomasse plus important. Parce qu'on utilise l'arbre, par exemple, dans sa plus grande globalité. Le scénario négawatt sur son volet bioénergie s'appuie sur plein de ressources, le bois hors forêt, le bois à la forêt, les dérivés du bois, les résicultures, déjection d'élevage pour du biogaz, culture intermédiaire, culture annuelle, algues. Donc on est dans une variété de ressources. Donc là, je vais venir à mon sujet, donc je vais essayer de faire ce zoom dans une dizaine de minutes ou quelque chose comme ça. Donc, vous parlez du vent. Donc, le vent, c'est sur Terre, c'est aussi en mer. Et en mer, vous avez de l'éolien planté, donc qui est ancré au fond de la mer. On a un programme en France de plusieurs parcs éoliens offshore, mais on a, pour simplifier, une seule éolienne qui fonctionne en mer, alors que tous nos pays voisins en ont beaucoup plus. Vous avez aussi l'éolien flottant, qui a l'avantage de pouvoir s'implanter dans des eaux plus profondes. L'éolien posé au fond de la mer se limite à 20 mètres, 25 mètres de profondeur, tandis que l'éolien flottant, c'est quelque chose que vous pouvez implanter avec des technologies telles que celles qui sont présentées. Vous avez un ancrage au fond de la mer, et puis vous avez un socle qui va supporter une éolienne, et cette éolienne-là, c'est la même que les éoliennes qui sont disponibles sur Terre. Donc l'avenir de l'éolien flottant. Dans le scénario négawatt, on a 80 000 mégawatts éoliens. Pour situer,
en France, aujourd'hui, on a 63 000 mégawatts nucléaires. Donc, on est avec des puissances qui sont considérables, qui produisent 250 TWh chaque année. 250 TWh, c'est en 2050 55% de la consommation finale d'électricité. Donc, c'est le moyen numéro 1 de production d'électricité. On a de l'éolien terrestre ancienne génération, de l'éolien terrestre nouvelle génération, je vais expliquer, de l'éolien planté et de l'éolien flottant. Donc, pour expliquer tout ça, je vais me lancer dans un petit cours sur l'éolien. Donc, c'est toujours compliqué de le faire en 5 minutes ou 10 minutes, mais je vais le faire malgré tout. À retenir, c'est qu'il y a un travail qui a été fait par une association Drawdown au niveau planétaire, en disant quels sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique. Avec un objectif de quantifier. Ils ont mis, avec le développement de telles technologies, combien de gigatonnes de CO2 on peut donc éviter. Le premier moyen, c'est de jouer sur le matériel réfrigérant, les gaz qui vont s'échapper et qui ont un pouvoir nuisant très, très important. Et le deuxième, chiffré par eux, c'est la production d'électricité par les éoliennes terrestres. Ensuite, il y a toutes les actions sur l'alimentation. Après, il y a toutes les actions d'éducation. Et puis après, vous avez le solaire qui est ici. Et le deuxième moyen efficace pour lutter contre le changement climatique a été fait par ces personnes-là qui ont essayé de quantifier une approche globale mondiale, c'est l'éolien terrestre. Quelques petits chiffres pour préciser qu'on est dans cette transition énergétique, ce que je disais tout à l'heure. En 2017, en Europe, le premier moyen de production d'électricité qui a été installé, c'est l'éolien. Le deuxième, c'est le photovoltaïque. Il y a eu un peu de gaz, un peu de biomasse, mais un peu de charbon malgré tout, très peu de déchets et très peu de nucléaire. Donc vous voyez, on est avec des nouvelles capacités électriques qui s'installent et on sait que ça va produire de plus en plus de mégawattheures parce que ces capacités s'installent chaque année. Une approche sur le nombre d'éoliennes, enfin de kilowattheures éoliens par habitant, donc c'est un chiffre de 2016. Si c'est en rouge, là, c'est parce que cette graphique a été faite par un Néerlandais. Donc, au Danemark, ils ont 2400 kWh par habitant, et nous, en France, on a 300 ou 400. Donc, en Suède aussi. Donc, on voit que, quelque part, sur le plan acceptation, on peut avoir beaucoup plus de mégawatts éoliens par habitant, puisque d'autres pays ont ce ratio-là, et puis que nous, on n'est pas dans une situation très, très dynamique et très, très de leader. À l'échelle européenne, quand on regarde l'évolution de la production électrique entre 2010 et 2016, il y a eu plus 300 TWh de renouvelables qui ont remplacé du gaz. Il y a eu moins 168 TWh de gaz, il y a eu moins 125 TWh de nucléaire, il y a eu moins 125 TWh de lignite et de charbon et moins 176 de nucléaire. Donc on est vraiment dans une transition énergétique de production électrique qui est lancée au niveau européen. Donc une éolienne, toutes les éoliennes sont de la même manière. Vous avez un rotor tripale qui se met toujours face au vent. Donc une éolienne, c'est pas fixe. Sur le dessus de la nacelle, vous avez une girouette qui va voir d'où vient le vent et donc il va positionner l'éolienne face au vent. Vous avez une tour qui va permettre d'accéder à la nacelle et dans laquelle vous avez les câbles électriques qui vont descendre. Et puis, vous avez des fondations. Toutes les éoliennes sont comme ça. L'intérieur de la nacelle, vous avez le rotor, vous avez un multiplicateur qui va transformer cette vitesse relativement lente en une vitesse beaucoup plus rapide, qui va actionner un multiplicateur, donc, et puis une génératrice électrique qui va produire l'électricité qui va descendre par le mât. Et une nacelle, c'est aujourd'hui, les anciens modèles, ça représentait, vous voyez, la taille par rapport à un individu. Il faut dire que c'est quelque chose comme un très gros, un gros bus, un gros autobus. Il y a
En termes d'éolien, il y a une formule à retenir. Donc, je me permets d'insister, même si tout le monde n'est pas physicien derrière son ordinateur. Mais la puissance d'une éolienne, hein, puissance maximale d'une éolienne, elle est déterminée par la surface balayée par les pales. Donc ça, c'est le premier critère. Donc ça veut dire qu'une éolienne, si vous augmentez la longueur des pales, la surface va augmenter, vous allez récupérer potentiellement plus d'électricité. Et le deuxième facteur, c'est que ça va être fonction du cube de la vitesse du vent. D'où l'importance du choix du site. Si vous êtes sur un site moyennement venté ou sur un site très venté, la différence va être très importante, puis c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Donc ça, c'est la formule de Betz. Et je dirais que quand quelqu'un vous parle d'une éolienne miraculeuse, hein, géniale, c'est à regarder. Quelle est la surface balayée par les pales? Est-ce que cette surface, donc par les pales ou par quelque chose qui ressemble à des pales, si cette surface est faible, il faut bien se dire que l'éolienne ne veut pas aspirer le vent. Donc, on ne va pas récupérer du vent qui passe à côté de l'éolienne. Et puis, quelle est la vitesse du vent? Et je vais le montrer après, mais la vitesse du vent est plus importante en altitude qu'au niveau du sol. Donc, si vous êtes en ville ou dans une zone peu dégagée, vous aurez une faible vitesse de vent et peu de possibilités de récupérer de l'énergie éolienne. L'autre élément à retenir aussi, là c'est une illustration qui montre la hauteur, qui montre la vitesse du vent, et on constate que plus on monte, plus la vitesse du vent moyenne augmente. Et donc la première génération d'éoliennes était celle-ci, il n'y a pas d'échelle, mais donc elle récupérait du vent à cette altitude-là, donc à telle vitesse, on va dire au hasard 6 mètres par seconde. Et avec les nouvelles éoliennes qui sont plus grandes, qui vont chercher le vent plus haut et qui vont récupérer naturellement un vent à une vitesse plus importante. Et, entre guillemets, accessoirement, vous avez un diamètre qui est plus important. Donc, une surface de captation qui est plus grande. Donc, par rapport avec la formule que je viens de vous montrer, là, on récupère beaucoup plus d'électricité parce que la vitesse du vent est plus importante et la surface est plus importante. Et donc, les nouvelles générations d'éoliennes sont comme ça. Et si on va chercher le vent plus haut, dans des machines plus grandes, c'est à cause de ça. Pour vous dire, moi, au début de l'éolien, on était avec des machines dont le mât était soit à 50 mètres. Aujourd'hui, on est à des mâts qui sont à plus de 100 mètres. Hein, des points hauts qui sont qui tournent autour des 180-200 mètres. Je peux aller vite, hein, puisqu'il faut que j'accélère un tout petit peu, mais c'est important de le montrer. Là, c'est une illustration qui montre que lorsque vous avez une éolienne qui fait 80 mètres de diamètre, on montre qu'à 10 mètres par seconde, on a 62 tonnes d'air qui passent à la seconde dans cette surface balayée par les pales. Et donc, c'est cette énergie-là, cette masse en mouvement, dont on va en capter une partie. Donc, quand vous imaginez 62 tonnes d'air qui passent dans quelque chose à la seconde, on sent qu'il y a quand même un potentiel de récupération d'énergie qui est significatif. Alors, là, je rentre dans une autre explication, hein, qui est l'explication sur le fonctionnement d'une éolienne, qui est assez important parce que c'est toutes les critiques que l'on peut donner à l'éolien. Donc là, l'illustration est semi-ancienne en termes de puissance ici, mais c'est la même chose pour toutes les éoliennes. Là, c'est une éolienne qui fait 600 kW maximum, mais enfin, en pratique, c'est 500 kW maximum, mais c'est la même chose pour une éolienne qui fait 2000 kW. Donc, l'éolienne commence à tourner vers 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde, c'est 10 km/h, et elle rentre en production avec le vent qui augmente, et elle atteint son maximum vers 13 mètres par seconde, qui est 50 km/h. Donc, vous voyez, elle commence à tourner à 10 km/h et elle atteint sa puissance maximale à 50 km/h. Et on l'arrête, pour des raisons de sécurité, je vais y revenir, à environ 25 mètres par seconde, qui est 90 km/h. Donc, l'éolienne va tourner entre 3 mètres par seconde et 25 mètres par seconde. Hein, donc, elle va être arrêtée à moins de 3 mètres par seconde et au-dessus de 25 ou 26 mètres par seconde. Et elle va produire une puissance qui est variable. Hein. On n'est pas comme à la sortie d'une chaudière à gaz ou
d'une centrale à gaz ou d'une centrale nucléaire, on a une production qui est variable en fonction de la vitesse du vent. Là, vous avez, je peux faire vite, mais là, vous avez donc la production d'une éolienne, donc à 4 mètres par seconde, elle produit tant, donc cette éolienne-là à 500 kW, enfin pardon, à 16 mètres par seconde, elle va produire 500 kW. Et là, on a ce qu'on appelle la répartition de la vitesse du vent sur le site. C'est une forme de Webull. Donc, vous voyez, à 4 mètres par seconde, on a environ 900 heures dans l'année. À 5 mètres par seconde, on a 950. Et puis, à 16 mètres par seconde, on a seulement 75 heures. Et quand on multiplie ce 500 kW pleine puissance par 75 heures, on obtient cette production-là. Et on constate que cette production-là, elle est faible par rapport à toute la production par cette éolienne-là tout au long de l'année. L'éolienne, tout au long de l'année, elle va plutôt produire à des vitesses de vent qui sont moyennes. Elle va produire à 8 mètres par seconde, à 9 mètres par seconde, mais elle ne va pas produire à 17, 18 au moment du Mistral, qui va être que quelques heures dans l'année. Ce qui fait la production d'une éolienne, c'est la régularité et donc une fréquence importante. Ça, c'est important à retenir. Donc, je continue dans mon cours sur l'énergie éolienne avec l'apparition depuis quelques années d'éoliennes, entre guillemets, surtoilées. Vous aviez une génération d'éoliennes où vous avez 80 mètres de diamètre, et sur cette éolienne de 80 mètres de diamètre, vous aviez une génératrice de 2 mégawatts. Maintenant, on peut avoir cette éolienne qui a toujours une génératrice de 2 mégawatts, mais au lieu d'avoir 80 mètres de diamètre, vous avez 90 ou 100 mètres de diamètre. Donc, c'est une éolienne surtoilée et qui va récupérer plus d'énergie parce qu'elle va fonctionner à plus faible vitesse de vent. Donc, on va permettre d'exploiter des sites moins ventés. Et donc, il y a une révolution silencieuse, c'est quelqu'un qui s'appelle Bernard Chabot qui avait inventé ce terme-là, avec cette apparition de nouvelles éoliennes surtoilées. Je vous ai expliqué les choses, et là, donc sur la production des éoliennes, et je vais expliquer maintenant ce que c'est le facteur de charge, parce que quand vous entendez des gens qui sont moins favorables à l'éolien, ils vous disent facteur de charge, facteur de charge, facteur de charge. Donc, une éolienne qui fait 2 mégawatts, donc l'exemple que je vous citais, donc, qui fait donc 2000 kW, dans une année, grosso modo, va produire sur un site qui est moyennement vanté, ou 4 400 000 kWh. Donc, si on divise ce 4 400 000 kWh par la puissance, 2000 kW, quand on divise des kilowattheures par des heures, on trouve, par des kilowatts, on trouve des heures. Donc, on trouve 2200 heures. Donc, 4 400 000 kWh divisé par 2000 kW, ça donne 2200 heures. Donc, ce 2200 heures, c'est le nombre théorique d'heures annuelles de fonctionnement pleine puissance. Mais comme j'ai dit précédemment, l'éolienne ne fonctionne pas de façon pleine puissance tout le temps. Et quand on divise ce 2200 heures par 8760 heures, qui est le nombre d'heures dans l'année, on obtient 25,1%, qui est le facteur de charge. Donc, quand on parle d'un facteur de charge, c'est un nombre qui caractérise une éolienne dans un endroit donné, mais ce n'est pas du tout le pourcentage du temps où l'éolienne fonctionne. L'éolienne, si je reviens en arrière, vous voyez, l'éolienne, en gros, elle va fonctionner 80 à 90% du temps. Mais en moyenne, c'est comme si elle fonctionnait à 25% à pleine puissance. Donc, c'est quelque chose qui est important à saisir par rapport à des critiques qui peuvent être données à l'éolien. Là, vous avez ici cette illustration-là qui montre le facteur de charge de l'éolien moyen en 2016, en 2017 et par région. Et dans les régions qui sont très vantées, je pense en particulier à l'Occitanie où je suis présentement, mais on a des facteurs de charge qui sont de 27%, de 28%, alors que des régions qui sont moins vantées, qui sont par exemple la Bourgogne-Franche-Comté ou la région Centre-Val de Loire, on va tourner, là, vous voyez, aux alentours de 21-22, de 22%. Donc, on a un facteur de charge qui va être différent selon les endroits. En mer, on a des vitesses de vent qui sont beaucoup plus importantes et un facteur de charge plus important. Là, vous ne le voyez peut-être pas très bien,
mais on a la moyenne du parc éolien allemand offshore en 2018, où le facteur de charge a été de 40%. Vous avez des parcs éoliens en mer où le facteur de charge a été de 52%. Parce que ce sont des endroits qui sont vantés, ces endroits qui sont choisis pour ça, avec des machines performantes. On a des gros taux de facteurs de charge, des facteurs de charge élevés. Je vais aller très vite sur cet aspect-là, parce que c'est peut-être pas ça qui vous intéresse le plus, mais comment est-ce qu'on choisit un site éolien? Il doit être vanté, il doit être proche des réseaux électriques, il doit être accessible par la route, il doit être compatible avec les contraintes qui peuvent exister sur site, il doit disposer d'un accord avec les propriétaires des lieux, et on doit être en phase avec les objectifs d'aménagement du territoire et la volonté des élus. Tout ça, c'est pour dire que quand on veut développer un parc éolien, c'est compliqué. Hein. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes environnementales, il y a des contraintes d'aménagement du territoire et de compatibilité avec les autres usages et usagers des lieux. Moi, j'aime bien cette illustration-là parce qu'elle montre que l'aménagement d'un parc éolien, c'est compliqué. Et donc là, le transport des pales, quand les pales font 40 mètres de long, 50 mètres de long ou plus, c'est quelque chose qui est un chantier. Et donc, il peut aussi limiter le développement de projets dans un certain nombre d'endroits. De la même manière, un chantier éolien, c'est quelque chose où vous avez besoin d'un peu de place. Hein, c'est un jeu de Lego. Hein, vous avez un bout de mât, un autre bout de mât, un autre bout de mât, vous avez des pales, vous avez une nacelle, et tout ceci s'assemble dans des opérations qui va durer peu de temps. Vous pouvez monter une éolienne en 1 ou 2 jours, mais il y a tout un chantier préparatoire. Et dans la plupart des cas, comme vous avez une fondation qui est en dessous, cette fondation est recouverte de terre et vous pouvez pratiquer l'agriculture au pied des éoliennes à peu près comme vous voulez. Donc, j'ouvre. Oui. Peut-être, Paul, avant qu'on poursuive sur la partie intermittence, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur la première partie du focus éolien. N'hésitez pas à les indiquer dans l'outil questions-réponses. Il y a une question qui concerne l'éolien, Paul. Je ne sais pas si tu peux l'afficher pour en prendre connaissance. Alors, tu as apporté des éléments un peu en lien avec ça, mais peut-être que tu peux faire une réponse plus précise. C'est la deuxième. Ouais. Donc, quand on parle de la puissance d'une éolienne, c'est la puissance maximale. Hein. Quand on parle d'une éolienne qui fait donc 2 mégawatts, c'est la puissance maximale à un moment lorsque la vitesse du vent est comprise entre 12 mètres par seconde et puis 25 mètres par seconde. C'est ça qui caractérise l'éolienne. Donc, c'est aussi la puissance utile. Hein. Alors, comme je ne sais pas exactement la nature de la question, il y a un peu d'électricité qui va être consommée pour faire tourner les moteurs, pour faire tourner les pompes, mais quand on parle de la puissance à la sortie de l'éolienne, c'est vraiment cette puissance utile. Si je poursuis avec les notions d'intermittence, parce que c'est une question qui est transversale au scénario négawatt, on nous dit « Ah ouais, mais les énergies renouvelables sont intermittentes ». Donc, c'est un terme qui est non approprié. Et aléatoire, c'est non approprié également. Le terme qui est employé, c'est variable et prévisible. Les Anglais parlent de variable renewable energy, des énergies renouvelables variables. Et c'est prévisible. Et par exemple, avec les progrès de la prévision météo et les retours d'expérience, on sait prévoir à quelques pourcents près, 24 heures à l'avance, la production éolienne. Et c'est le travail des gestionnaires de réseau d'électricité. Eux, ils savent ce que nous, on consomme, hein, ils savent ce qu'on va consommer demain, parce que c'est fonction de nos habitudes, de nos modes de travail, c'est fonction de la météo. Donc, ils savent combien on va consommer, et puis ils savent aussi ce que va produire l'éolien, ce que va produire le photovoltaïque. Et donc, ils ajustent. Ce n'est pas un métier très différent de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Pour donner des éléments sur la prévisibilité, là, vous avez en bleu foncé la production éolienne, c'était en Irlande, en décembre 2013, et en bleu clair, les prévisions. Donc, vous voyez, c'était il y a pas mal d'années. Et on voit que globalement,
phase, régulièrement des différences, hein, il y a régulièrement des différences qui depuis se sont en partie estompées, mais on sait prévoir à l'avance ce que va produire un parc éolien. Alors j'ai un problème pour... À retenir, c'est qu'en France, on a 3 régimes de vent, hein, et 3 régimes de vent décorrélés, contrairement au nord de l'Europe. Au nord de l'Europe, ils ont comme nous un régime atlantique, on a aussi un régime continental et aussi on a un régime méditerranéen. Donc ça veut dire qu'on a moins de pannes de vent que dans d'autres pays. L'autre idée aussi sur cette notion de intermittence de variabilité, c'est qu'il y a des solutions techniques pour gérer la variabilité de l'éolien. Donc des solutions techniques. Donc c'est les barrages, hein, qui sont complémentaires, les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage. On pompe de l'eau d'un point A à un point B quand on a de l'électricité en trop, et puis on le fait tourner à l'inverse quand on n'a pas assez d'électricité. Il y a l'interconnexion des réseaux, que ce soit au niveau des régions ou au niveau de la France. Et puis il y a aussi toutes les solutions tarifaires, hein. Le tarifeur Creuse, il a été mis en place pour pallier la non-souplesse de la production nucléaire, hein. Les centrales nucléaires fonctionnaient en continu. Et donc, pour évacuer cette production de la nuit, on a inventé le tarifeur Creuse. Et de la même manière, il s'invente dans des endroits des tarifs qui peuvent être de quelques heures dans la journée, où on va faire fonctionner certains appareils qui n'ont besoin que de fonctionner que quelques heures dans la journée. Donc, il y a des solutions tarifaires. Comme vous avez diapositive, vous pourrez regarder plus en détail, mais du fait que donc l'éolien est prévisible, il y a RTE qui avait précisé que quand on installe 20 000 MW éolien, on n'a pas besoin d'installer 20 000 MW d'équipement thermique parce que pour compenser le fait que quand il n'y a pas de vent, ces 20 000 MW éoliens remplacent l'installation de 4 000 MW thermiques parce qu'on sait qu'il y a toujours la disponibilité donc de ce parc éolien. Je continue. Des exemples aussi, il ne faut pas raisonner non plus que éolien. Là, c'est une illustration en Allemagne où quand on regarde la complémentarité entre éolien et solaire, là c'est sur par semaine et en Allemagne, vous voyez qu'en hiver, il y a une production qui est plus importante éolienne et en été, une production photovoltaïque qui est plus importante et l'une compense l'autre. Donc, il y a du foisonnement éolien photovoltaïque. Cette illustration, donc elle terminera l'aspect sur l'intermittence. Vous avez des journées où, au Danemark, vous avez, donc là, vous avez les heures de la journée, vous avez la production en bleu, c'est la production éolienne, et en rouge, la consommation d'électricité. Donc, sur une journée telle que celle-là, vous avez plus de 100% d'électricité consommée au Danemark qui est couverte par l'éolien, avec des moments où il y a 120%, puis des moments où il y a 80%. Et ça, c'est possible parce que le Danemark, comme tous les pays, est interconnecté. Et à cet instant-là, que cette illustration-là qui était prise en janvier 2017, vous avez la production des éoliennes est de 3 624 MW et la consommation d'électricité du pays est de 3 446. Donc la production éolienne est supérieure à la consommation. Parce que vous avez une partie qui est exportée vers la Norvège, une partie qui est exportée vers la Suède, une autre partie qui est exportée vers la Suède, une partie vers l'Allemagne, une importation aussi d'Allemagne. Donc, vous voyez, on est dans un réseau interconnecté et donc on joue sur les complémentarités. Un pays a plus de vent, un pays a plus de stockage, un pays associé à cela, et c'est quelque chose qui se fait naturellement. On n'est pas dans la logique de dire « Ah, on a besoin de mettre plein de batteries au Danemark pour compenser la variabilité de l'éolien ». On est dans un réseau interconnecté à l'échelle européenne en particulier. Quelques éléments de coût à retenir, parce que ça, c'est des éléments déterminants. Ça, c'est le coût du mégawatt, enfin, c'est du kilowatt éolien installé à travers le monde, de mémoire. 1843 $ par kilowatt en 2010, il est passé à 1500. Le facteur de charge, il est passé de 27 à 30%, donc ça fait quand même un gain de 10%. Et le coût actualisé d'électricité, eh bien, il chute de 8 centimes de dollars à 6 centimes de dollars le kilowatt, et c'est ce qui fait que depuis quelques années, on a de l'électricité
éolienne qui est de moins en moins chère. C'est illustré sur ça, qui est un exemple très, très parlant. L'EPR de Hinkley Point au Royaume-Uni, il y a eu un appel d'offres, et donc EDF a dit, parce que c'est EDF qui est l'opérateur, a dit, moi, ce projet est viable si vous m'achetez le mégawattheure 92,5 livres. Et en même temps, on a des appels d'offres qui ont été faits pour de l'éolien offshore qui sont sortis à 43 ou 48 livres le mégawattheure. Donc on constate que l'éolien offshore est en gros moitié prix de l'EPR. Alors on va toujours dire après c'est intermittent, ou c'est variable, c'est prévisible, etc. Et donc il faut rajouter certains équipements, peut-être, mais d'un autre côté, pour le nucléaire, il faut aussi, il y a la question du démantèlement, il y a aussi la question des déchets. Donc, mais quand on a une approche brute, déjà, on voit c'est moitié moins cher et ça change tout. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans. C'est quelque chose qu'on constate depuis peu, cette révolution en termes de coût. Donc, je continue en parlant du soleil. Donc, j'irai vite. Donc, dans le scénario négawatt, le deuxième source d'électricité, c'est le solaire, donc avec des grandes centrales photovoltaïques. En France, on a été leader. On est leader avec le fonds solaire d'ODIO. Et puis, on a d'autres moyens de production d'électricité avec des centrales à concentration, mais ce n'est pas là le sujet, et on est avant tout sur du centrale photovoltaïque. À retenir, c'est que depuis peu, il y a une rupture radicale avec le coût du watt crête installée. C'est arrivé vers, vous voyez, 2008. On a un prix du watt installé qui a chuté parce qu'il y a eu de plus en plus des progrès et des grosses unités de production. On a un temps de retour énergétique qui a été nettement amélioré. Une centrale photovoltaïque, pour être bien précis, rembourse l'énergie nécessaire à sa fabrication en moins de 2 ans. Et donc, pendant 2 ans, ça va rembourser l'électricité, l'énergie nécessaire à sa fabrication, à la fabrication des modules, à l'installation et à l'exploitation. Et donc, pendant les 23 années supplémentaires ou les 27 années supplémentaires, c'est de l'énergie qui est gratuite. Et la même chose pour le CO2. Dans le scénario négawatt, on est avec 140 000 gigawatts, donc c'est une puissance gigantesque qui produit des gigawattheures avec des centrales au sol, quelques centrales au sol, des grandes toitures, du diffus et autres. Donc on est avec des surfaces qui sont conséquentes où on est quelque part avec une électricité qui est très bon marché, et donc le seul facteur limitant, ça va être la place, et on trouve de la place sur les toitures, sur plein d'endroits. On me pose la question sur le temps de retour énergétique de l'éolien. Une éolienne rembourse, donc le temps de remboursement énergétique d'une éolienne, c'est compris entre 6 mois et 1 an. Donc pour le redire clairement, une éolienne rembourse l'énergie nécessaire à sa fabrication, à son installation, à son exploitation, à son démantèlement, entre 6 mois et 1 an. Et donc, le 6 mois et 1 an, c'est fonction du gisement éolien du site. En mer, ce n'est pas 6 mois à 1 an, ça va être 18 mois à 24 mois, 1 an et demi à 2 ans, parce qu'il y a plus de travaux d'installation. Donc, scénario négawatt, la première source renouvelable électrique, c'est l'éolien, le deuxième, c'est le photovoltaïque. On a l'hydraulique qui reste constant, même qui baisse, parce qu'on pense qu'avec le changement climatique, il y aura une ressource en eau qui sera moins importante. Donc, et puis, on a un petit peu d'énergie marine, et je dois avoir quelques illustrations après pour le montrer. Dans le scénario négawatt, qui table aussi, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, en 2015, on était 64 millions d'habitants. En 2050, selon l'INSEE, il y en a 72 millions. Donc, le scénario négawatt tient compte de cette augmentation de la population. On est aujourd'hui avec 5400 éoliennes, donc une éolienne pour 12 000 habitants. En 2050, on est avec 15 800 éoliennes et une éolienne pour 4 600 habitants. 15 800 éoliennes, c'est le double de ce qu'on a à peu près actuellement, et c'est beaucoup moins que les 30 000 éoliennes qui existent sur Terre en Allemagne. Donc, quelque part, on se dit,
Et on pense que c'est quelque chose qui est acceptable en termes d'implantation. Et on est avec 3200 éoliennes qui sont implantées en mer. Sur le photovoltaïque, on multiplie par 20 la puissance installée, mais on n'a pas de problème de place, donc ce n'est pas un frein à l'implantation. Et donc, ce que je disais précédemment, c'est que la première source d'énergie dans le scénario de négawatts, c'est la biomasse, ensuite c'est l'éolien, le biogaz, le photovoltaïque et l'hydraulique. À retenir, c'est qu'on est dans un mix énergétique, on est avec des énergies de flux et aussi avec des énergies de stock. Donc, j'ai peu d'illustrations pour les énergies des mers, hein, en particulier l'énergie des vagues, qui sont des solutions de test. On ne pense pas que ça sera généralisable, mais c'est des choses qui existent. Je vais aller très vite sur le nucléaire, mais je pourrais y revenir après s'il y a des questions. À retenir, hein, s'il y a quelque chose Il y avait juste une petite question oui. en plus, Paul, sur l'éolien, sur le temps de retour sur l'énergie de l'éolien. J'ai attendu. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Hein. donc, sur le nucléaire, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai un petit problème juste pour faire défiler les trucs à l'écran. Ah, c'est ça. Le parc nucléaire a été construit en peu d'années. Hein. Donc, il y a 80% du parc a été construit en 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 80% du parc qui vieillit aussi en 10 ans. Donc, il y a un effet de falaise qui est quelque part terrible. Hein, parce que soit on arrête, ou tout s'arrête au même moment, soit on investit dans le prolongement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que j'ai un problème de défilement. Donc là, mais ça s'est résolu là. La prolongation de fonctionnement, c'est un enjeu inédit et une faisabilité incertaine parce qu'il y a des exigences de sécurité. Hein. C'est un chantier industriel gigantesque, hein, parce que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Vous voyez, on a du mal à construire l'EPR et le renouvellement, c'est un chantier encore plus important. Un investissement massif, donc ça veut dire qu'il y a plein d'argent qui est bloqué, et qui doit être débloqué et qui est bloqué, et donc qui ne va pas servir pour la transition énergétique. Un risque important pour la compétitivité des réacteurs, parce qu'à quel prix sortirait le kilowattheure de ces centrales rénovées, hein. Et puis, donc, de manière générale, c'est retarde la mise en œuvre de la transition. D'où le principe, dans le scénario négawatt, de dire on arrête, pour des raisons de sécurité, toute centrale nucléaire, tout réacteur nucléaire, avant ces 40 ans, ce qui donne la fermeture du dernier réacteur en 2035. Et comme c'est quelque chose qui est quand même si c'est brutal ou assez rapide en 10 ans, on a en parallèle le temps de mettre la sobriété, l'efficacité, le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est quelque chose qui est réaliste. Donc, j'ai en gros 2 ou 3 messages à faire passer. Donc, après, je pourrais conclure, même si j'étais plus bavard que prévu, mais j'aurai quand même du temps pour répondre aux questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clé de voûte du scénario négawatt, c'est ce qu'on appelle le power to gas, hein, qui est basé sur quelque chose qui est expliqué ici. Donc, on a en France des réseaux de gaz, on a en France des réseaux d'électricité, et on a à des moments des excédents d'électricité. Avec ces excédents d'électricité, on a une électrolyse et on va produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va la mélanger avec du gaz carbonique qui existe par ailleurs. J'essaye de faire défiler. Ouais, j'ai un petit problème de défilement. Enfin, et donc, c'est ça, je voulais. Bon, on a l'illustration au final. Donc, on a ces électrolyses, on a de l'hydrogène qui est produit par ces électrolyses, on a du gaz carbonique qu'on en dispose par ailleurs, et dans une réaction de méthanation, on va produire du CH4, donc du gaz, qui dans ces cas-là est du gaz renouvelable, qui peut être utilisé pour être injecté sur les réseaux de gaz. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a des surplus d'électricité, on le transforme en surplus de gaz qui est injecté sur le réseau de gaz. Donc c'est un stockage qui se fait, ça peut être aussi brûlé pour faire de la chaleur, et puis ça peut être aussi brûlé pour faire de la cogénération et produire l'électricité. Mais
À retenir, je vous ai dit précédemment, on a une très grosse puissance éolienne installée, on a une très grosse puissance photovoltaïque installée, donc quelque part, on n'a pas un problème avec les pannes de vent ou les pannes de soleil. On a plutôt une surproduction à certains moments, et cette surproduction, elle est valorisée en produisant du gaz renouvelable que l'on stocke sur le réseau de gaz. Et donc, on a ce côté à retenir, c'est que le réseau, c'est le premier moyen de stockage. C'est valable. Et c'est aussi un moyen de solidarité. Parce que c'est le premier moyen de stockage, parce que ce que je disais aussi précédemment, c'est ce qui va faire l'interconnexion entre les régions ou entre les pays. Donc, ce réseau sert indirectement de stockage ou directement de stockage dans le cas du gaz. Donc, je conclus avec une illustration économique. Donc, il n'y a qu'une illustration, parce que je l'ai dit précédemment, on est un scénario énergétique et on a eu une analyse transversale pour dire quelles étaient les conséquences économiques du scénario négawatt. Et là, on a cette illustration qui, je trouve, qui est très parlante, c'est le nombre d'équivalents temps plein qui est créé par million d'euros investis. On constate là que, donc pour le formuler autrement, dans cette illustration-là, quand on investit 1 million d'euros, on crée un emploi dans le raffinage. On va créer dans le transport aérien, on va créer 8 emplois. Mais quand on investit 1 million d'euros dans le transport urbain de voyageurs, on va créer plus de 16 emplois. Et on voit, en rouge, c'est toutes les filières qui sont impactées négativement par le scénario négawatt. Et on voit que les filières, donc les branches, les activités économiques qui sont impactées négativement, ce sont plutôt des filières qui sont peu consommatrices d'emplois. Donc ça veut dire que mathématiquement ou physiquement, au lieu d'investir dans certaines filières, vous investissez dans d'autres filières, rien que ça, c'est créateur d'emplois. Parce que les filières donc, des énergies renouvelables sont plutôt consommatrices d'emplois et pas consommatrices de carburant. Donc, il y a d'autres questions sur l'éolien. Ce que je propose, c'est que je continue sur ma présentation, puis je reviendrai sur ces questions sur l'éolien, parce que je suis tout près de la conclusion de mon intervention. Et on a eu cette approche qui montre que dans le scénario négawatt, il y a des emplois qui sont perdus dans les transports, il y aura moins d'emplois chez Renault, il y aura moins d'emplois de garagistes, il y aura moins d'emplois dans le nucléaire, mais il y a des emplois qui sont faits dans la réparation, dans les renouvelables, et globalement, on aboutit en 2050 à une estimation d'environ 600 000 emplois qui sont créés grâce à cette transition énergétique négawatt. Mais je vous dis, avec des effets positifs dans certaines filières et négatifs dans d'autres. Et je termine en disant que donc, la transition énergétique, c'est pas que les citoyens, c'est pas collectivités, c'est pas que l'État dont on attend des nouvelles lois, c'est pas que les entreprises, c'est tout le monde à la fois et que tout le monde doit y trouver son compte. Le citoyen en agissant à son niveau sur la sobriété et l'efficacité, dans ses choix, les collectivités en favorisant un certain nombre de choses, les entreprises en fabriquant et puis en montrant l'exemple, et puis l'État, l'Europe, avec des réglementations, incitations qui sont à la hauteur. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur negawatt.org, qui est le site où vous trouvez tous les graphiques dynamiques sur le scénario, mais vous avez aussi Décrypter l'énergie, qui est un autre site donc, conçu par Negawatt, où vous avez des articles plus de fond, même c'est vraiment des articles d'approfondissement, ou sur un thème bien précis, par exemple les terres rares ou l'énergie, la production d'électricité en Allemagne et le CO2, il y a un zoom qui est fait. Donc, si je reviens en arrière sur des questions. Donc, il y a une question, c'est sur je vais faire dans le désordre. La dernière question, s'il y a actuellement des projets éoliens offshore en Méditerranée? Oui, il y a 2 projets. Enfin, pour ce qui concerne l'offshore, c'est l'État, le gouvernement qui dirige. Donc, il sélectionne des zones, et dans ces zones-là, il lance un appel d'offres. Et donc, en Méditerranée, il y a eu 3 zones qui ont été pré-retenues par l'État, une au large de l'Aude
et une au large donc, des Bouches-du-Rhône, et donc dans lequel il y a des projets qui suivent leur cours d'éolien flottant. Et il y en a une aussi en Sud-Bretagne, au niveau de l'île de Groix. Donc, ça se développe, hein, mais ce sont des projets éoliens offshore flottants. Il n'y a pas de projet éolien offshore planté en Méditerranée. Et donc, une question sur la consommation d'acier d'autres matériaux est-elle prise en compte, hein? Alors, oui, dans le scénario négawatt, il y a eu toute une approche sur les matériaux, hein, parce que sur la consommation d'acier, la consommation de béton, la consommation de verre, donc là, je ne l'ai pas présenté, mais la dernière version a regardé ça. Et donc, la question parle d'acier et avant tout d'autres matériaux. Le débat qui a parfois dit, c'est dire qu'il y a besoin de terres rares, et donc les terres rares sont nécessaires dans les éoliennes, et les terres rares, c'est impactant pour aller les récupérer, et puis c'est rare, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a seulement un seul type d'éolienne qui a besoin de terres rares, hein, ce sont les éoliennes qui fonctionnent avec un aimant permanent, donc ils sont à attaque directe, ils ne sont pas sans multiplicateur, mais ça je pourrais y revenir, et donc ça ne représente qu'une partie du parc d'éoliennes, et s'il n'y a pas ces terres rares, on peut utiliser d'autres technologies, donc on n'est pas dépendant de ces terres rares pour la filière éolienne. On le voit aussi, c'est que toutes les consommations d'acier, de béton, c'est quelque chose qui est une augmentation. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact, mais même dans le scénario négawatt tel que l'on est, on avait que la consommation de béton, c'est quelques pourcentages de la consommation de béton annuelle, donc on ne chamboule pas les équilibres. À retenir, c'est que lors de la dernière assemblée, enfin la dernière université négawatt qui a eu lieu à Metz en octobre 2019, il y a eu une intervention sur les matériaux qui résume très bien tout ça, hein. Donc, il y a des consommations de matériaux, mais ce n'est pas la transition énergétique qui va influencer sur cette rareté, pardon, et ce n'est pas elle qui va être bloquée. La transition énergétique ne va pas être bloquée par la disponibilité de matériaux X ou Y. Et donc, et si je rebondis sur les terres rares, il n'y a pas de terres rares dans les modules photovoltaïques, hein. La matière première des modules photovoltaïques, c'est le silicium. Le silicium, on trouve dans le sable, et c'est l'essentiel, c'est le deuxième ou troisième matériau le plus abondant sur Terre, quoi. Et en plus, les éoliennes actuelles, lorsqu'il y a des terres rares, elles sont dans une éolienne, elles peuvent être effectivement récupérables, même si je sais qu'il y a des pertes. À retenir que c'est plutôt les éoliennes offshore qui ont besoin de terres rares. Il y a une question, donc je reviens un peu en arrière. Vous mentionnez dans le bâtiment la possibilité de réduire drastiquement l'énergie grise de la construction sur le neuf en conservant des performances équivalentes. Et vous des pistes concrètes pour extrapoler ces chiffres. Alors, j'ai pas des. Enfin, quand on parle d'énergie grise de la construction dans le neuf, ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. Donc, on va préférer du bois, on va préférer des isolants d'origine végétale. Donc, c'est tout ça qui va permettre de réduire l'énergie grise consommée par les bâtiments. Ça va être, et donc ça a des conséquences très importantes. Et dans le scénario négawatt que vous avez en ligne, il y a toute cette approche sur les matériaux que j'ai pas présenté, où on a fait cette approche sur le nombre de tonnes d'acier, le tonnes de béton. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que dans le principe de la sobriété, on est dans le recyclage, on est dans le réemploi, on est dans la réutilisation, qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins de matériaux que traditionnellement. Je dois voir si j'arrive à... Non, je n'étais pas arrivé à passer... J'ai du mal pour présenter tout, mais j'ai le cité de mémoire, mais lorsqu'on regarde l'aluminium, lorsqu'on regarde l'énergie qui est consommée pour fabriquer une tonne d'aluminium neuve, une tonne d'aluminium recyclé, c'est un facteur de mémoire 10. Donc, il faut 10 fois moins d'électricité pour
une tonne d'aluminium recyclé que pour une tonne d'aluminium neuve. Donc, à partir du moment où on est dans une logique d'économie circulaire, économie de recyclabilité, réparabilité, réutilisation, on consomme moins d'énergie. Donc, c'est un tout, hein. Et on le dit à chaque fois aussi, veut dire un développement éolien renouvelable n'a de sens que s'il est couplé avec un développement de sobriété ou d'efficacité énergétique. Sinon la production supplémentaire liée aux éoliennes, aux photovoltaïques, elle ne sert qu'à augmenter, qu'à satisfaire une augmentation de la consommation qui n'est pas censée. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore que les participants souhaitent poser. Là, on a fait le tour de celles qui étaient déjà posées. On peut prendre encore quelques minutes pour y répondre et pour vous laisser le temps aussi de les formuler. Je vois qu'il y en a une qui vient d'arriver. Alors, la question, c'est est-ce que le fichier Excel donc du scénario négawatt, est-ce qu'il est disponible au grand public? La réponse, elle est non, parce que c'est gigantesque hein, comme tableau. Par contre, tous les résultats sont en ligne et donc, en plus, on peut jouer là-dessus. Donc, vous avez des... Parce qu'en plus, pour ceux qui sont intéressés à ces questions-là, on est avec un scénario, c'est-à-dire qu'on part d'un point A 2017, on va à 2050. L'ADEME a fait un tel travail, hein, partiel, mais qui n'est pas un scénario. C'est en 2050, qu'est-ce que ça pourrait être, hein, donc, nous, il y a un chemin, et donc les illustrations dynamiques qui sont en ligne montrent ce chemin-là. Qu'est-ce que ça donne pour le chauffage, pour la mobilité, etc. Donc tout ça, c'est en ligne, et donc c'est quelque chose de gigantesque. Je compléterai en disant qu'il y a les graphies dynamiques dont tu parles, et il y a aussi le rapport technique qui détaille justement les résultats hypothèses du scénario qui est disponible, téléchargeable en version PDF. Vous pouvez le retrouver sur la page dédiée au scénario et aussi dans la rubrique publication. Il a été publié de mémoire en 2018, donc je pense qu'en mettant le filtre 2018, vous devriez y accéder assez facilement. Mais voilà, c'est quand même un document assez conséquent. Donc, il y a d'autres questions. Donc, la question, c'est la possibilité de convertir l'excédent d'électricité en biogaz. Est-ce que c'est la solution privilégiée pour le stockage? Alors, si la question, c'est est-ce que c'est le moyen privilégié pour le stockage d'électricité, c'est oui. C'est le power to gas. Donc, c'est la clé de voûte qui permet donc d'avoir ce 100% renouvelable ou 100% d'électricité en 2050. Mais on a aussi donc des stations de transfert d'énergie par pompage qui existent déjà. Il ne faut pas oublier qu'on a des stations de transfert d'énergie par pompage qui existent, il y a des barrages hydroélectriques qui existent, et tout ça, ça fait partie d'un tout. Tout n'est pas basé sur la transformation d'excédent d'électricité en biométhane. L'autre chose, on annonce que des vaches meurent à proximité des éoliennes, que d'autres produisent moins de lait. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pas investigué en la matière. Je sais que ça a été investigué, que c'est quelque chose qui est dans des endroits, il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses surprenantes. Mais ce que je sais aussi, c'est que la quasi-totalité ou la grande majorité des parcs éoliens sont implantés sur des terres agricoles, dans des milieux ruraux, qu'il y a beaucoup d'éoliennes qui cohabitent avec des vaches, et que ce problème-là se passe très bien dans plein d'endroits. Donc, dans un endroit, il y a un problème. Donc, dire qu'il est imputable aux éoliennes, je ne sais pas s'il est imputable aux éoliennes ou s'il est imputable au transport d'électricité qui est dans ces endroits-là. Donc, après, il faut à chaque fois faire attention entre les rumeurs et puis la réalité. En tout cas, le lien de cause à effet entre le fonctionnement des éoliennes et puis ces problèmes avec ces vaches, il n'est pas démontré, mais il y a des investigations qui sont faites. Autre chose, donc la question suivante, est-ce que des membres de Négawatt sont-ils invités dans les grands médias? Alors, un peu. Nous, on essaye à tous les niveaux. Comme je le disais tout à l'heure, on a un travail de lobbying, de plaidoyer. Régulièrement, vous pouvez entendre quelqu'un comme
Yves Marignac qui intervient. Hein, donc ça, dans les médias, il y a des habitudes, ils ont des interlocuteurs. Donc il y en a qui ont le réflexe négawatt, puis d'autres qui ont moins le réflexe négawatt. On essaye de produire. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre objectif, il est autant je dirais, d'informer les décideurs, hein, d'informer les députés, d'informer les grands corps d'État des possibilités de la transition énergétique négawatt, et pas nécessairement d'être dans le grand public tous les jours. On n'est pas une association tournée vers le grand public, et donc on n'est pas une association non plus tournée vers les grands médias. Hein. Il y a d'autres qui le font. On pourrait peut-être le faire, mais aujourd'hui, on est concentré sur notre métier de scénarisation, de montrer la faisabilité, et je dirais un peu accessoirement, donc on le présente dans les grands médias, mais ce n'est pas notre objectif numéro 1. Et la question aussi des exemples de power to gas à l'échelle d'un pays ou industriel existe-t-elle? Sur le power to gas, bien évidemment, je dirais c'est l'Allemagne est en tête, puisqu'il y a des power to gas qui existent, ce sont l'équivalent des containers, c'est formé d'un container, et puis ça en produit. Et la France a des programmes de recherche, développement, et de mémoire, ça s'appelle Jupiter, et puis avec un nombre après, je ne sais plus si c'est Jupiter 2000 ou Jupiter quelque chose, qui sont sur ces aspects-là. Donc, le power to gas n'est pas compliqué, hein, c'est quelque chose, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le procédé de méthanation, pardon, ça a été inventé par monsieur... Je vais boire un peu parce que je parle depuis tout à l'heure. C'était inventé par monsieur Paul Sabatier, qui a donné son nom à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Donc c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc là maintenant, la difficulté ou pas, c'est de le mettre à échelle effectivement industrielle, à des coûts qui sont abordables, mais on n'est pas dans une... On est ce que je disais tout à l'heure, on est dans la généralisation de la meilleure technologie disponible. Ça existe, et donc ce qu'on se dit, c'est que c'est quelque chose qui en 2050 et avant sera disponible pour tout le monde. Je crois que j'ai à peu près aussi raconté à peu près tout, mais il y a plein d'autres choses que j'ai pas raconté. Oui, je pense que c'était déjà assez complet. On peut encore prendre quelques minutes et patienter un peu s'il y a d'autres questions. J'essaye de voir aussi dans l'actualité, hein, mais si je peux moi résumer par exemple ce que je peux dire sur l'éolien, c'est et du solaire, c'est vraiment en parallèle, c'est que depuis vraiment 5 ans, il y a une révolution une révolution sur le coût de revient. Hein. Ça, c'est quelque chose que moi, je suis professionnel depuis longtemps. On n'imaginait pas que ça interviendrait aussi vite et aussi brutalement ces chutes des prix, puisque sur l'éolien offshore, il y a des appels d'offres, et il y en a qui ont répondu oh ben, nous, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de tarifs d'achat, on sait que le prix de revient il sera faible, et ce prix de revient il sera faible, et on le vendra sur le prix de l'électricité européen, parce qu'il y a un prix d'électricité européen qui tourne autour de 40 ou 50 euros le mégawattheure. Et pour être très précis, hein, je vous ai tout à l'heure parlé en livres par mégawatt pour l'EPR anglais. Donc l'EPR anglais en euros, c'est 105 euros le mégawattheure. Et on a le projet éolien offshore en France de Dunkerque qui est sorti à moins de 50 euros le mégawattheure en France. Donc là, vous voyez, c'est sur quelque chose à une échelle très courte. Cette évolution, elle n'était pas envisageable. Moi, on m'aurait posé cette question lors d'une présentation comme ça, je ne l'aurais pas imaginé aussi rapidement, et même les professionnels dans tout ça. Donc là on a quelque chose où les données ont évolué très rapidement récemment dans cet aspect coût, parce qu'on le voit, on est quand même dans un monde en disant, bah, ah oui, la transition énergétique renouvelable, elle est souhaitable. Dans le scénario, on a montré que c'est possible, et puis on montre aussi de facto qu'elle est moins coûteuse. C'est ça aussi qui est... Donc on est dans une convergence de transition qui fait que même si dans un endroit, il n'y a pas une volonté politique très forte, quand vous avez les économistes qui s'y mêlent en disant « Ah bon, le kilowattheure
offshore est moins cher que le kilowattheure nucléaire, vous avez le kilowattheure photovoltaïque qui est moins cher que le kilowattheure des gaz, du gaz fossile. Naturellement, c'est quelque chose qui se développe de manière conséquente, quoi. Alors, je vois, ouais, il y a une question sur les éoliennes abattues par des tempêtes. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'éoliennes abattues par des tempêtes. Hein. Moi j'en connais. Enfin, récemment, il y a eu, dans le cas d'une tempête, il y a sans doute eu une tornade dans une tempête qui a abattu une éolienne. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les éoliennes sont conçues pour résister aux tempêtes européennes. Elles ne sont pas conçues pour résister aux cyclones, parce que les énergies sont considérables. Hein. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein. L'énergie, elle est fonction du cube. Donc, si vous avez des vitesses de vent qui sont à 200 km/h, c'est 200 km/h au cube. Donc, ces éoliennes ne sont pas... Les éoliennes européennes sont conçues pour résister à des tempêtes européennes. Elles ne sont pas conçues pour résister à des cyclones, quoi. Et on l'a constaté aussi, c'est que lorsqu'il y a une tempête, les éoliennes résistent, hein, parce que l'éolienne, les pales vont se tourner pour offrir une moindre résistance au vent et vont se présenter de profil pour aussi avoir une moindre résistance au vent. Et lors de tempêtes, on l'a vu, l'éolienne, elle redémarre tout de suite après la tempête, mais c'est des fois les réseaux électriques qui sont à terre et qui ne peuvent pas évacuer la production. Mais moi, j'ai des exemples dans l'Aude où c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la tempête et l'éolien a démarré comme un des premiers moyens de production d'électricité une fois la tempête terminée. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que on ne s'en rend peut-être pas tout à fait compte, mais on est vraiment dans une industrie mature. Hein, j'ai commencé à parler plus de l'industrie puisque on est sur une technique, mais on est avec des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur une filière. Donc là, aujourd'hui, c'est d'améliorer la fiabilité, c'est de diminuer le coût de revient du kilowattheure. Et il y a beaucoup d'énergie intellectuelle qui est consacrée à ça. Là, pour ceux qui sont techniciens ou pas, sur des éoliennes, vous savez, sur le nez d'éoliennes, on a ce qu'on appelle un lidar, qui est un radar qui va détecter la rafale de vent qui arrive pour que l'éolienne se tourne de telle manière qu'elle va mieux encaisser la rafale de vent qui va arriver et gagner 1 ou 2% de production d'électricité ou 2 ou 3% de production d'électricité à travers cette amélioration technologique. On est avec des objets de haute performance. À retenir aussi, c'est que dans l'éolien, quand il y a quelque chose, il y a des modèles qui sortent tous les ans en permanence. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème, la nouvelle génération qui sort 1 ou 2 ans après, elle va l'intégrer. Donc, si je vois par rapport au nucléaire, dans le Fukushima, il y a eu des conséquences de Fukushima. Donc, la filière a intégré et 8 ans ou 9 ans après, toutes les centrales n'ont pas été mises au nom de Fukushima parce que c'est très compliqué. On est dans une industrie, entre guillemets, légère. Autre question, donc, de quel pays sont les entreprises qui fabriquent les éoliennes? Une éolienne, c'est comme une voiture, c'est un assemblage. Donc, le fabricant d'éoliennes, ce n'est pas un fabricant d'éoliennes, c'est un assembleur. Donc, souvent, il va fabriquer, par exemple, les pales chez lui, fabriquer un certain nombre de composants, mais il va faire travailler des PME, PMI dans son pays ou à l'extérieur. Et nous, en France, on n'a pas de fabricants d'éoliennes. Il y en avait, et puis après, ça a bougé, ça a fusionné. Donc, en première approximation, on peut dire qu'on n'a pas de fabricant d'éoliennes, sauf, on a quand même Vernier, qui est un fabricant de petites éoliennes, et plutôt pour des éoliennes pour l'outre-mer, et des éoliennes qui sont bipales. Hein. Mais le fabricant d'éoliennes fait appel à des sous-traitants. En France, on a par exemple le Roi Sommer qui fait déjà un essai électrique. On en a d'autres qui font des couronnes pour les pièces en mouvement, hein, que ce soit les pales ou le hauteur de la tour. Il y en a d'autres qui font des câbles électriques. Donc, on a des fabricants, on va dire, qui vont mettre leur logo, qui sont danois, qui sont allemands, qui sont espagnols, qui sont hollandais, mais qui vont faire fabriquer qui vont faire travailler des PME, PMI un peu partout.
Bon, je crois que on se rapproche de l'horaire de fin de cette visioconférence. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions dans les quelques secondes à venir, je pense qu'on va pouvoir clore cette visio. Ah, je vois qu'il y a des remerciements, donc c'est que tout le monde a peut-être envie d'aller manger. Et ben, du coup, je vais clore et conclure. Du coup, merci à tous pour votre présence et puis pour l'intérêt pour ce sujet aussi. Merci à Paul pour sa présentation et puis les réponses à toutes ces questions. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un petit sondage en ligne qui vous est proposé quand vous quittez la visioconférence. Donc, si vous avez 2-3 minutes en plus, n'hésitez pas à laisser un petit mot puis à donner votre avis. Et puis, on espère que ce contenu vous aura plu en tout cas. Et donc, les éléments, support et enregistrement vous seront transmis dès que possible dans les prochaines semaines. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Mais merci. Au revoir. Après, moi, ce que je peux dire, c'est pas toujours facile de Ouais. parler à un ordinateur. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, des fois, c'est un peu moins facile, c'est un peu moins interactif. Mais bon, donc, si vous avez l'occasion, en tout cas, d'assister en chair et en os à une présentation, c'est mieux. C'est mieux. Et il y en a un peu partout sur la France, donc profitez-en. Merci Paul. Merci. Merci à tous. Au revoir.